de revenir dans le game, tu vois, petit à petit en fait. Wouah, comment ça date? Ça date, tu m'as fait une vidéo, frère. Bref, aujourd'hui on parle d'un banger, des bangers. Je sais, j'ai lancé sur le titre, mais je m'en fous. Comment j'ai fait la rencontre de cette chose en fait, finalement? J'étais à la Fnac, je marchais comme ça, et puis je suis tombé sur une couverture de livre qui était assez atypique. Ça ressemblait pas à tous les livres que j'avais autour de moi, tu vois. Et dessus, il y avait écrit Le Code, par Cyrus North. Après, je fais, mais wesh, je le connais lui, Cyrus North. C'est le mec qui parle de philo sur sa chaîne là. Tu vois, après, de fil en aiguille, j'achète, je le lis. Et vraiment, il est où? Il est là le livre. C'est un banger. Je le dis, j'ai trop kiffé le livre. Franchement, du coup là, mon gars, aujourd'hui, je te passe 9 ou 10, je sais plus. Je te passe. Ouais, trop de bruit chez moi, c'est de dinguerie. Le livre là, il parle de bonheur, il parle de comment vivre en fait une bonne vie selon les principes d'un courant philosophique très connu en ce moment, le stoïcisme. L'art d'être stoïque, l'art d'être un homme, l'art de ne pas être submergé par ses émotions. C'est ça qu'on aime en fait finalement, c'est ça qu'on veut, tu vois. Et moi personnellement, faut savoir que j'y connaissais rien du tout au stoïcisme. J'avais déjà vu des vidéos sur YouTube, j'ai déjà vu des petits shorts de philosophes qui parlaient de stoïcisme, j'avais vu des vidéos comme ça, tu vois. Mais sinon, je m'étais jamais intéressé plus que ça. Donc en gros, le livre il est composé de deux parties. La partie qui s'appelle Le Code, en fait, c'est là où il y a tous les conseils en fait sur comment vivre une bonne vie, sur le bonheur. C'est pas des conseils en fait, c'est plus des pensées en fait. Et puis dans l'autre partie, c'est la partie un peu plus où il rentre dans l'histoire de ce courant philosophique. Moi, aujourd'hui, je suis juste là pour te parler de mes 8 principes préférés du livre. En commençant par le premier. Personne n'est méchant. La méchanceté, c'est ce qu'on dit de l'autre quand on ne sait plus quoi dire, quand on ne veut plus comprendre, quand on ne sait pas comment expliquer l'action commise par l'autre. Tu connais ce type de film où tu suis un héros qui essaye de combattre un méchant pour sauver le monde, et ensuite vers la fin du film, t'apprends l'histoire du méchant, et puis tu commences à comprendre pourquoi en fait il a fait tout ça, tu vois. Être méchant, c'est être ignorant selon Socrate. Pour lui, d'un côté il y a la volonté et il y a le mal. Pour lui, on veut toujours ce qui est bien. Si on fait le mal, c'est par ignorance. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui est bon. Ainsi, Cyrus North nous explique que pour Socrate, le premier problème, c'est l'ignorance. Et le pire des problèmes, c'est ignorer qu'on est ignorant. D'ailleurs, le livre nous explique aussi que quelqu'un qui souffre a plus de mal à résister de ses désirs et donc va les assouvir en ne suivant pas toujours la loi de la morale. En gros, ceux qui souffrent le plus sont moins enclins à résister à leurs désirs et ça, quitte à faire mal aux autres. Et ça me rappelle une situation que je kiffe. The people who need the most love ask for it in the most unloving way. Les personnes qui ont le plus besoin d'amour le demandent de la manière la moins aimante possible. Si on juge le Joker seulement sur ses actions, sans regarder son histoire, bah on peut directement dire ok, c'est un mec méchant, tu vois, vu qu'on comprend pas pourquoi il a fait tout ça. Alors que si tu te renseignes un peu sur son background, tu vois qu'au début en fait c'était juste un comédien qui avait une maladie bizarre qui faisait rigoler pour rien, et qu'au fil du temps on dirait qu'il a perdu confiance en l'être humain, et maintenant ça l'a poussé à faire toutes ces actions là qu'on pourrait qualifier de méchantes finalement. Imagine que la vie consiste simplement à porter des choses. Le moins tu as de fardeau à transporter, le mieux tu te portes. Cyrus nous explique que pour Schopenhauer, la souffrance est de genre positif car elle se ressent directement. Elle s'ajoute directement à nos vies. Tout le contraire du bonheur qu'on ne ressent pas directement. Jacques Prévert dira qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Le bonheur, c'est une absence de souffrance. Donc pour Schopenhauer, elle est de genre négatif. Le sage, il aspire pas au bonheur, il court pas après ça. Vise l'absence de souffrance. Cherche à ne pas souffrir. Si t'as une paire de chaussures et que dedans il y a un caillot, ça sert à rien de changer de paire de chaussures. Le problème, c'est le caillou dans la chaussure. Donc pour régler le problème, faut enlever le caillou qui est dans la chaussure. Dans les premières scènes de Fight Club, tu vois que le personnage principal, il a tendance à acheter beaucoup d'immobilier en fait, beaucoup de meubles, beaucoup de trucs pour décorer sa maison et tout. En fait, il ajoute du bonheur, il essaie d'ajouter du bonheur, alors que ce qu'il doit faire finalement, c'est juste de régler ses problèmes internes, enlever la souffrance qu'il a, tu vois. Et il va faire ça en se séparant de tous ses biens matériaux, en vivant dans un taudis bizarre, tu vois. Penser que c'est l'autre qui nous a énervés ou que c'est un événement qui nous a rendu tristes, c'est se déresponsabiliser et lui accorder trop d'importance. Penser que c'est grâce à une certaine chose que tu es heureux, une fille, un objet ou même une habitude, c'est te rendre dépendant de cette chose. La manière dont tu réagiras par rapport à tous ces événements dépendra simplement de ta vision des choses. Si demain les Mavericks gagnent les playoffs contre Boston, pour moi, ce sera quelque chose de bien parce que c'est l'équipe qui a sorti les Wolves. Mais si par exemple c'est Boston qui gagne demain, et je verrai ça comme quelque chose de mal à cause de ma représentation des choses. Mais en soi, c'est ni mal ni bien, c'est juste un événement comme un autre. Et pour moi, j'ai l'impression que ce concept-là de choses et de leur représentation, c'est vraiment le cœur de la pensée stoïcienne, tu vois. C'est vraiment genre juste savoir qu'il y a des choses, savoir que nous on a interprété ces choses d'une certaine manière et savoir qu'on peut contrôler la manière dont on interprète ces choses finalement. Donc par exemple, si j'ai un livre là, est-ce que je te dis qu'il a coûté genre 500 €, tu vas tout de suite penser que ce livre il a beaucoup de valeur. Ta représentation des choses va te faire penser que ce livre il doit vraiment cacher quelque chose d'intéressant, alors que pas forcément, tu vois. Si on n'organise pas notre vie en fonction de nos priorités, ce seront les autres qui l'organiseront à notre place. Si t'as pas de vision, tes parents, tes profs ou même la société en aura une pour toi.
Dans le code, Cyrus North il explique que ton ego c'est la voix dans ta tête qui te dit que tu es incroyable, mais aussi que tu es nul. Ton ego c'est la représentation que tu t'es fait de toi. Les événements ne nous heurtent pas nous, mais cette représentation-là. Ce qui est heurté c'est ton ego. Et pour t'aider à mieux gérer ton ego, le livre donne quelques conseils. 1. Évite de donner à ton ego ce qu'il demande et évite de lui obéir. 2. Donne-lui un blaze pour le dissocier de toi, afin de montrer que tu n'es pas ton ego et ton ego n'est pas toi. À l'époque collège, un peu moins à l'époque lycée, on m'associait beaucoup avec l'image de l'intello, tu vois. Le gars qui avait des bonnes notes. Et du coup, lorsque j'avais des mauvaises notes, j'avais mal. Sauf que c'était pas moi qui avais mal, mais c'était mon ego en fait. On perçoit le monde par nos sens et encore une fois, le monde n'est fait que de représentation. C'est pas X qui te saoule, mais c'est ta représentation. C'est la représentation de l'objet ou de l'événement qui cause l'émotion. Cette émotion-là, elle peut produire une réaction incontrôlée. Visage serré, transpiration, mal de ventre, respiration qui s'accélère, etc. C'est normal, mais il faut pas perdre le contrôle de son impulsion. Si on te pousse et que ta première réaction c'est d'être énervé et que toi directement tu décides de repousser l'autre en retour, ton acte il a été justifié par l'impulsion. Rends-toi compte que tu n'es plus conscient et que tu as été emporté dans un élan d'émotion. Je te parle pas de contrôler tes émotions, mais de mieux les gérer. En gros, comprends tes émotions et agis de manière consciente en fonction d'elles. Si tu désires une glace, c'est pas la glace que tu veux, mais la sensation qu'elle te procure. Le goût onctueux dans la bouche, le goût du sucré, le goût du salé, la fraîcheur de la glace, c'est tout ça que tu veux en fait, c'est pas forcément la glace en elle-même. Tout se joue au niveau des sensations que les éléments extérieurs produisent en nous. Arrête de désirer ces sensations. Et Cyrus North, il nous dit que d'après la philosophie bouddhiste, si tu arrives à ne plus désirer tes sensations, c'est que tu te libères de toute souffrance. C'est super dur, mais la méditation, elle peut t'aider. Parce qu'en fait, la méditation, c'est juste observer les sensations qu'on ressent sans jugement. T'es en train de méditer, t'as le cou qui gratte un peu. C'est pas grave, j'ai capté que j'avais le cou qui grattait, on passe à autre chose. Tu continues, tu vas te rendre compte que t'as faim, c'est pas grave. Je respire, j'ai faim, j'ai capté, on passe à autre chose. C'est juste ça la méditation, frère. C'est juste ça. Tout est éphémère, toi et tes émotions. Lorsqu'on ressent de la joie et qu'on l'interprète comme venant de l'extérieur, alors on aime cet élément. Sauf que, encore une fois, tu l'as compris, ça nous rend dépendants de cet élément-là. Diminue ton attachement en te rappelant qu'elle ne durera pas, que cette chose va finir par partir, mourir ou disparaître.